Bienvenue à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Salon international du livre d'Alger, salon qui coïncide cette année avec le déclenchement de la guerre de libération nationale et la célébration du 70e anniversaire. Quand on parle de la guerre de libération nationale, en Algérie, on parle d'une révolution, la défaite du colonialisme français en Algérie, mais aussi en Afrique, ce continent extraordinaire qui est le berceau de l'humanité. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que j'en pense, c'est que l'Algérie, dans les années 50-60, a été une révolution de quelque chose qui s'est déroulé, et je l'analyserai psychologiquement. Il y a eu des tentatives donc de demande d'égalité, mais ça n'a pas abouti, tout comme d'ailleurs en Afrique du Sud, et ça a créé justement le 1er novembre 1954. Et le 1er novembre 1954, pour l'Afrique et pour tous les Africains, a été une date très très importante. Et les 7 années de guerre, alors de l'autre côté de la Méditerranée, on parle de guerre d'Algérie, de ce côté de la Méditerranée, on parle de guerre de libération, et le mot est important, guerre de libération, dans la mesure où justement cette terminologie a résonné auprès des Africains subsahariens, dans la mesure, par exemple au Cameroun, au Kenya, en Afrique du Sud, ça a résonné dans le sens où il fallait se révolter, où il fallait faire quelque chose, que le colonialisme était arrivé à un point où les populations autochtones n'en pouvaient plus. Et donc, de ce point de vue-là, oui, l'Algérie a été un très bel exemple contre le colonialisme. Absolument. Vous êtes spécialiste de la littérature africaine, sud-africaine en particulier. Vous avez écrit au moins 2 livres qui concernent cette figure emblématique de la lutte contre l'apartheid. J'ai nommé Nelson Mandela. Et vous venez de coordonner un autre livre avec Hassan Remaoun sur le parcours de ce vaillant militant sud-africain, l'Algérie, l'Afrique et Mandela, une épopée dont le combat contre le colonialisme et l'apartheid. Tout le monde connaît la fameuse phrase de Mandela. L'Algérie a fait de moi un homme. Exactement. Et effectivement, donc ça c'est un ouvrage hommage, et Hassan Remaoun, l'historien du CRAS, qui est sociologue aussi, l'a conçu avec moi comme une dette vis-à-vis de Nelson Mandela, et une dette vis-à-vis de l'Afrique du Sud, dans la mesure où Nelson Mandela a toujours associé son image de révolutionnaire à celle des combattants algériens et des résistants algériens. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, Hassan m'a proposé donc de faire cet ouvrage avec lui, qui est, je le rappelle, un ouvrage collectif. C'est un ouvrage collectif avec des collègues, des chercheurs du CRASC. Voilà. Et donc, il y a eu, je ne vais pas les nommer ici, on a guère le temps, mais quand on le lit, toutes les contributions vont dans le même sens, c'est-à-dire souligner l'importance de l'Algérie dans la résistance contre l'apartheid. Et en 1961, lorsque Nelson Mandela s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de possibilité de négociation avec les Afrikaners, il a été pourchassé, il est rentré dans la clandestinité, et en 1961, il est sorti clandestinement justement de l'Afrique du Sud pour venir en Algérie, pour voir, parce qu'il en a toujours entendu parler, il avait une admiration pour les combattants qui ont ouvert la révolution algérienne le 1er novembre 1954, et il voulait les rencontrer. Donc il est arrivé, et effectivement c'est ce qu'il a fait. Et il a été absolument subjugué
impressionné par les résistants que le colonialisme français appelait Félaga, et il a même à un moment donné dans son autobiographie utilisé le terme de « je suis jaloux de ces jeunes combattants et j'aurais aimé que les Sud-Africains, les jeunes Sud-Africains fassent la même chose ». Et lorsqu'il avait rencontré donc les combattants de l'armée de libération nationale, il a vite compris que l'objectif qu'ils se sont fixés le 1er novembre 1954 allait être atteint. Absolument, et c'est ça. Et en 1961. Oui, absolument. Et donc il savait. Oui, pour lui, il est venu prendre, allez, disons une leçon de résistance, une leçon aussi de stratégie et une leçon militaire. Et d'ailleurs, il a été enrôlé, il a fait donc il a été dans la pratique. Il a été formé sur le plan politique, sur le plan militaire également. Absolument. Et lorsqu'il est rentré, ce qu'il faut savoir, il a quitté donc le territoire et c'est à ce moment-là qu'il a été arrêté. Et il est passé en procès, c'est ce qu'on appelle le procès de Rivonia, et c'est à ce moment-là qu'il a été condamné à perpétuité, et il a passé 27 ans en effet de sa vie à Robben Island, qui est au large de Cape Town, et c'est Winnie Mandela qui a fait en sorte pour que son nom ne disparaisse pas. Ceci n'empêche pas l'aura et le charisme et la réflexion de Nelson Mandela. Mais Winnie Mandela a été là pour rappeler au monde, justement, qu'il y a un grand combattant qui est emprisonné à vie, qu'il faut faire quelque chose pour lui. Et les autres résistants de l'ANC étaient soit en exil, soit emprisonnés. Et on a proposé effectivement à Winnie Mandela de s'exiler, mais elle n'a jamais voulu. Et elle a mené le combat à l'intérieur, dans les townships, à Soweto par exemple. Et d'ailleurs, à la fin de l'apartheid, elle n'a jamais voulu déménager dans les quartiers chics de Johannesburg. Elle est restée à Soweto, et d'ailleurs elle est morte à Soweto. Absolument. Fin connaisseur de l'Afrique du Sud, de sa culture, de son histoire, est-ce que l'esprit de novembre ainsi que les valeurs de novembre ont des traces aujourd'hui en Afrique du Sud? Alors il y a eu deux visions des choses. Alors la première vision, c'est celle de Nelson Mandela. Nelson Mandela a voulu la réconciliation, et sur le plan économique, il a opté pour un système libéral, contrairement à la vision politique de Winnie Mandela. Winnie Mandela, elle avait une vision, allez, disons, algérienne. Socialiste. Oui. Et donc, d'où leur divorce idéologique à ce moment-là. Sans parler de tout ce qu'on a pu l'accuser, etc. Mais aujourd'hui, la conséquence donc de notre révolution, c'est que le message dans la famille Mandela est maintenu. Et d'ailleurs, le petit-fils de Nelson Mandela, qui a visité il y a un mois l'Algérie, est dans la même vision idéologique que ses grands-parents, donc Winnie Mandela et Nelson Mandela, pour combattre justement toutes les oppressions dans le monde. Et oui, effectivement, pour répondre à votre question, la révolution algérienne est vécue en Afrique du Sud comme un exemple, et en tout cas dans la famille de Mandela, elle est bien transmise. Alors, l'Algérie, Mandela et le panafricanisme. Nous savons que ce mouvement extraordinaire a connu des évolutions qui a été des évolutions façonnées par les mouvements de libération. Absolument, oui. En Afrique. Aujourd'hui, que reste-t-il du panafricanisme de Kwame Nkrumah? Parce que c'était le moment, l'apogée du panafricanisme au sens propre du terme. Kwame Nkrumah, il ne faut pas oublier, de par sa vision de l'Afrique,
et de par son militantisme et de par de tout ce qu'il a écrit. Il a beaucoup écrit, Kwame Nkrumah, au-delà d'être président, le premier président noir en 1958 du Ghana. Il ne faut pas oublier, justement, parce qu'il portait ces idéaux de liberté, d'union, oui, d'union africaine, etc., un coup d'État a été fait contre lui en 1966. Et donc, aujourd'hui, l'Union africaine, dans la conjoncture actuelle, elle n'est plus celle des années 60. Alors aujourd'hui, je pense que les choses évoluent dans le bon sens parce qu'il y a une deuxième phase, de mon point de vue. Il y a un éveil contre le néocolonialisme. Voilà. Il y a une nouvelle génération. Il y a une nouvelle génération qui arrive, et cette nouvelle génération, elle a une autre vision du monde. Donc, il y a eu les anciens, si j'ose dire, hein, ceux qui ont pavé le chemin, et la nouvelle génération, en tout cas les politiciens d'aujourd'hui, voient le panafricanisme, entre guillemets, si j'ose dire, ou l'Union africaine, comme une possibilité d'échange entre les nations africaines, et qu'on n'a pas besoin de prendre l'avion pour aller d'un pays africain à l'autre en passant par Madrid, Londres ou Paris, par exemple, que le livre africain circule à l'intérieur de l'Afrique. Donc il y a une nouvelle façon de voir l'Afrique qui est justement une possibilité d'échange entre les Africains. Et l'autre volet qui me semble important, il a été de mode pendant un moment, c'est diviser l'Afrique du Nord de l'Afrique subsaharienne. Moi, j'ai toujours été, dans tout ce que j'ai écrit sur l'Afrique, un défenseur et défendant l'idée que le Sahara n'était pas une frontière, mais bien un lien. Un lien. D'ailleurs, aujourd'hui, l'axe Alger-Johannesburg fonctionne très très bien, à merveille. Absolument, absolument. Et pourquoi? Alors, l'Algérie et l'Afrique du Sud sont les deux seuls pays qui ont eu une colonisation de peuplement. Et ça, c'est important. Ce qui n'a pas été le cas, c'était soit des protectorats, soit le colonialisme britannique ils avaient un district officer qui gérait l'administration. Mais pour le cas de l'Algérie et de l'Afrique du Sud, c'était vraiment une installation des populations, soit françaises, soit anglaises et hollandaises en Afrique du Sud, françaises en Algérie. Et donc aujourd'hui, les Africains veulent d'une Afrique unie autour de la culture, autour du livre, et aussi une indépendance politique vis-à-vis des ex-colonisateurs. J'aimerais qu'on termine cette discussion à travers une question sur l'actualité africaine. L'actuel secrétaire général de l'Organisation nationale l'Organisation des Nations Unies plaide, tout comme l'Algérie et l'Afrique du Sud d'ailleurs, hein, pour que l'Afrique ait un siège permanent, un ou deux sièges permanents au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, moi, je pense que l'Afrique, comme a dit Achille Mbembe, c'est le continent de l'avenir. Sur le plan des hommes et des femmes qui sont sur le continent africain, qui augmentent de plus en plus, donc c'est une force. L'Afrique, le paradoxe de l'Afrique, c'est que c'est le continent, un des continents les plus riches en termes de minerais, de pétrole, de gaz, d'or, de diamants, etc. Et ces populations sont pauvres. Donc, c'est normal que les Africains aujourd'hui exigent, demandent, espèrent et se battent pour justement avoir un siège. Et ce serait que rendre à César
le dit l'expression, ce qui appartient à César, dans la mesure où l'avenir de l'Afrique, c'est l'avenir du monde. Il a été le berceau de l'humanité et à partir de là, je pense que c'est quelque chose qui doit se faire entendre parce que les Africains ne veulent plus être ni dans un camp ni dans l'autre, ils veulent être eux-mêmes. Et c'est important. C'est important, ce sera le mot de la fin de cette discussion. Je rappelle, Benouadel Lebdeï, que vous êtes professeur émérite au niveau de l'université d'Alger 2. Et du Mans. Et du Mans, et vous êtes spécialiste de la littérature africaine et sud-africaine. Vous venez de publier, de coordonner plutôt un livre, un ouvrage collectif avec Hassan Remaoun. Hassan Remaoun, intitulé L'Algérie, l'Afrique et Mandela, une épopée dont le combat contre le colonialisme et l'apartheid. Merci. Merci beaucoup.